Liberté, bougez plus. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui, mais quand certains Français parlent à certains Français, on se demande en quelle langue ils parlent. Hein. On va en parler, et on va parler surtout, et oui, de Paris, avec quelqu'un qui connaît bien la capitale parce qu'il a été dans le ventre de la bête municipale de la mairie, et il a des choses à dire. Tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, Serge Gainsbourg, Requiem pour un con. Non, on n'enterre personne, rassurez-vous, à Sud Radio, nous ne sommes pas pour la mort du pécheur, mais quand même. Dans l'excellente émission sur Sud Radio, dans le grand matin, qui est de nos excellents confrères, et je le dis avec sincérité et pas pour dire parce qu'ils sont à Sud Radio, c'est le Sud Matin, c'est Patrick Roger, c'est Cécile de Ménibus. Le grand matin Sud Radio. C'est oui, absolument. Et puis voilà, chaque matin, ils reçoivent effectivement, entre autres, des invités. Et hier, ils recevaient Benoît Hamon. Benoît Hamon, qui est le candidat, comme vous le savez, à tête de liste aux élections européennes pour Génération S. Et Cécile de Ménibus lui pose la question sur Nick Conrad. Je rappelle Nick Conrad, le rappeur qui, après avoir dit « pendez les blancs », dans cette espèce d'humanisme qui le caractérise, et certains d'autres rappeurs, dit aujourd'hui « nique la France », baise la France jusqu'à la guenille, Châtelaine est un con, et autres choses comme ça, et on va tous les faire en de gorge. Et je rappelle que dans le clip, il finit en étranglant au-dessus d'une femme blanche. Voilà. Tout ça procède effectivement de la fraternité et du vivre ensemble, comme chacun sait. Et on interroge donc Benoît Hamon sur Nick Conrad. Voici. Est-ce que c'est de la provocation ? Oui, ça en est. Mais c'est pas le premier qui, comme artiste, a fait de la provocation. On peut se dire, si vous voulez reprendre la liste de ceux qui ont fait des chansons dans le passé où ils étaient provocateurs, la question c'est qu'est-ce qui relève de la liberté de l'artiste et qu'est-ce qui relève du message politique. Alors maintenant, on prend tout pour un message politique. Il y en a sans doute, d'ailleurs, il dit que c'est un message. Hein. Mais attention à pas condamner et à pas brûler Brassens, Gainsbourg et beaucoup d'autres avant. Ce que je veux dire simplement, vous, c'est que moi je condamne. Non, mais moi je suis en total désaccord avec ce qu'il a dit. Formidable. Non, mais Cécile... il n'est pas d'accord, Benoît Hamon, avec Cécile de Ménibus, il n'est pas d'accord. Attendez. Il faut à un moment donné savoir de quoi on parle. Quand on compare Nick Conrad, et il faut lire et écouter ce que dit Nick Conrad, c'est vrai, il faut le dire et écouter. Il dit, il ne faut pas en parler. Comme disait Marlène Schiappa, mais c'est pas important, il ne faut pas en parler. Évidemment, dès que ça gêne un peu les préjugés neuronaux d'un certain nombre de gens qui sont formatés au formol, évidemment, ça dérange. Non. Il faut le lire, il faut dire ce qu'il est. Et comparer, au moins oser, dans la même phrase, mettre Nick Conrad, Brassens et Gainsbourg, me paraît témoigner quand même d'un état, quand même, à mon avis, assez préoccupant. Alors Benoît Hamon, reprenez-vous, écoutez les bonnes chansons, écoutez les bons répertoires, et arrêtez de dire n'importe quoi et d'amalgamer n'importe quoi, sous prétexte de quoi? Électoraliste? Moderne? Dans le vent? Non, ça marche pas. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité Serge Federbusch, président du Parti des Libertés et candidat de la liste Aimé Paris aux municipales parisiennes de 2020. Alors Serge Federbusch, Aimé Paris, effectivement, parlons-en. Je voudrais d'abord rappeler, je suis très content de vous avoir, vous étiez déjà venu à mon émission. André, et merci Bonjour Serge. Je voudrais savoir, vous avez fait partie combien de temps du conseil municipal de Paris? Moi, j'ai été conseiller du 10e arrondissement pendant 6 ans, entre 2008 et 2014. Et vous parliez du cœur de la bête. Alors là, je pense qu'on était plus qu'au cœur, on était vraiment au centre du centre. Parce que le 10e arrondissement, c'était un arrondissement où j'étais de facto le seul élu d'opposition sur 18,
où donc je devais ferrailler à chaque conseil municipal tous les mois, puisque ça a lieu tous les mois, contre les aberrations qui prenaient le nom de délibération et qui étaient présentées par la mairie pour arroser une foultitude d'associations inutiles, pour imposer des règles dans la circulation qui en fait étaient complètement absurdes, refaire sans cesse la voirie, la rue Lafayette, le boulevard de Magenta, etc. Donc toutes les aberrations de la municipalité d'Hidalgo, elles défilaient comme des mauvais trains, des trains fantômes sous mon nez. J'essayais de lutter au maximum contre ces aberrations. Et vous étiez seul élu de l'opposition? Oui, parce qu'on avait été deux à être élus et d'un cheveu, donc parce qu'on a fait juste un peu de plus de 25%, parce que le scrutin parisien municipal est assez donc défavorable. Compliqué, défavorable aux listes qui arrivent après la liste majoritaire. Donc on n'était que deux élus. L'autre élu a assez rapidement déserté le rang du conseil, et je me suis retrouvé véritablement seul à faire face à 16 contradicteurs qui n'étaient absolument, malgré leur nombre outrageusement majoritaire par rapport à moi, n'étaient en plus absolument pas tolérants. Et donc j'ai monté beaucoup d'opérations sur la place de la République, contre la salle de shoot, etc. etc. Alors, Serge Fittebausch, parlons-en, on est en 2019 aujourd'hui. Justement, vous connaissez bien le mécanisme et la mécanique. Moi, je parle en tant que Parisien, mais tous les gens qui viennent à Paris et les auditeurs de Sud Radio passent, chose extraordinaire, enfin, 6 à 7 000 chantiers, les travaux, on ne sait pas qui, pourquoi, etc. La circulation, les voies sur berge, enfin tout ce qui a eu cette accumulation incroyable. Je ne parle pas de la chapelle Pajol, des camps, etc., des tentes. Tout ce qui est en train de se passer partout. On a l'impression, franchement, moi, et je ne suis pas le seul, ça fait des dizaines, des décennies que je vis ici, je n'ai jamais vu un paysage pareil. On dirait que tout s'accumule, mais dans une espèce de quoi? C'est quoi? C'est de l'autodestruction? C'est de la joie mauvaise? C'est quoi? D'avoir... Juste un exemple, les voies sur berge, c'est divisé en deux avant ça circulait. Aujourd'hui, il y a un cycliste tous les quarts d'heure. La pollution s'est trimballée là-haut alors qu'elle était... Bon, qu'est-ce qui se passe, Serge Fittebausch? C'est quoi? C'est le résultat de quoi? C'est quoi? C'est la fuite en avant qui caractérise les dogmatismes, essentiellement. C'est-à-dire qu'une politique a été mise en place par Delanoë, dont Hidalgo était le faire-valoir ou la sous-fifre pendant des années. Elle a récupéré le siège de maire de Paris, et face aux échecs constatés de cette politique, parce que le fait de réduire la circulation, ça n'a pas provoqué une évaporation de la circulation et du trafic automobile, contrairement à ce qu'ils prétendent. Au contraire, ça a été détourné, parce qu'il y a des tas de gens qui ont malgré tout besoin de se déplacer avec un véhicule individuel. Donc, au lieu de tirer les conclusions de leurs échecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore plus loin. C'est une surenchère qui caractérise tous les... Mais parce qu'elle n'a pas de discours alternatif. Le discours alternatif, ce serait de considérer et de dire et d'avouer que ça ne fonctionne pas, que la pollution, en fait, à Paris, se réduit moins que dans les autres villes, du fait précisément des mesures qu'elle a prises. Quand on ferme la voie sur berge de la rive droite, la voie express, qu'est-ce qui se passe? Les véhicules trouvent un autre itinéraire, donc le boulevard Saint-Germain, les Kéos, etc., et ça s'engorge complètement. Et comme ça s'engorge complètement à ce niveau-là, ça va même s'engorger jusqu'au périphérique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle projette de réduire la circulation sur le périphérique. C'est-à-dire que maintenant, sa fuite en avant n'a plus de limite. Elle veut introduire la congestion dans toute l'Île-de-France, parce que le périphérique sert à tous les franciliens et même à tous les Français, et pas seulement aux Parisiens. Donc vous voyez, on est dans... sur Vélib, c'est la même chose, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de l'argent, on met des systèmes plus compliqués. Et on met de la trottinette maintenant. Et on laisse en tout cas faire la trottinette. Mais la trottinette, c'est quoi? C'est une réponse des gens qui ne peuvent plus utiliser Vélib, ou même qui ne peuvent plus circuler, à la congestion. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va interdire, parce que quand on ne peut pas véritablement réguler, on interdit, ou alors on va dans l'emphase. Donc, c'est un peu une municipalité, un canard qui a perdu sa tête, vous voyez, pour autant qu'il n'ait jamais eu. C'est un bateau ivre. Voilà, c'est ça, c'est un bateau ivre, mais sans le talent poétique d'Arthur. Bravo. Et donc, on est vraiment dans une situation qui n'ira de cesse de s'empirer. Et 2020, ça va être le moment où il faudra dire stop. Et les Parisiens doivent dire stop. Et avec Aimé Paris, donc notre association, nous allons dire stop à cette dérive qui, sinon, va véritablement engloutir Paris dans un délire bureaucratique. De la même manière, pour les chantiers partout aussi, c'est parce qu'il n'y a aucune coordination. Mais elle veut faire de l'esbrouf. Donc elle engage tout au même moment. On veut refaire cette place parisienne en les massacrant, comme ils ont massacré assez largement la place de la République, en abattant des arbres, en minéralisant les choses. Donc ils lancent tout au même moment. Ils ne sont pas très efficaces, donc ils passent des marchés qui sont souvent annulés.
D'accord. Et puis les calendriers finissent par se chevaucher et c'est la panique et tout arrive au même moment et c'est la congestion totale. Donc il y a un amateurisme qui est évident dans ces opérations. Et là aussi, l'amateurisme, finalement, le dispute au dogmatisme pour aboutir à cette situation de chaos que vous décrivez parfaitement bien. Mais Serge Federbusch, est-ce que l'idée de base, parce qu'on se dit quand même, ou alors il y a une rationalité quand même. Est-ce que c'est d'éliminer la voiture, de faire de Paris une ville piétonne? J'exagère à peine, mais... Il y a aussi beaucoup de démagogie, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle a un électorat relativement captif, c'est celui, je dirais, du bobo parisien qui vit dans le centre et qui est plutôt sensible au thème écologiste. Elle a très peur des écologistes au premier tour des élections municipales, parce que s'ils dépassent 10%, ils peuvent se maintenir au deuxième tour, ils peuvent la faire chanter, exiger des concessions politiques, surtout des concessions en termes d'élus et d'argent, parce que c'est ça qui les intéresse en réalité, qui vont lui coûter très cher. Donc elle veut les faire passer sous la barre des 10% pour les tenir au bout de sa canne à pêche. Donc être plus écologiste que les écologistes. Elle surenchérit dans ce discours de manière, avec des espèces de mesures qui semblent évidentes, comme faire des pistes cyclables vides et dilatées un peu partout. Si vous passez aujourd'hui rue de Rivoli, on est dans le délire, boulevard de Sébastopol, ça n'a de cesse, c'est la 3e ou la 4e fois qu'on s'en prend à ces pauvres boulevards et à ces pauvres avenues. Pourtant ça continue, même chose sous le métro aérien, à la lisière du 18e, vous voyez, du 10e, 11e arrondissement. Tout ça est catastrophique, mais pour des raisons démagogiques, pour des raisons électoralistes et pour des raisons de communication, elle est prise dans une espèce d'élan dont Paris est finalement l'otage et la victime. Eh bien, nous allons continuer à parler de notre drame de Paris. Est-ce que Paris est un bateau ivre? En tout cas, on en parle avec l'invité d'André Berkoff, Serge Federbusch, qui est candidat aux municipales parisiennes en 2020 et tête de cette liste Aimé Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Consultez la notice. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité Serge Federbusch, président du Parti des Libertés et candidat de la liste Aimé Paris aux municipales parisiennes de 2020. Serge Federbusch, on évoquait effectivement cette gestion surréaliste, pour être indulgent, de la mairie de Paris depuis quelques années, peut-être plus encore. Franchement, est-ce que la situation, elle n'est pas, je dirais, désespérée? Est-ce qu'on peut encore rattraper le temps perdu, en tout cas le temps gâché? Oui, elle est tout à fait redressable. Les plus graves atteintes au visage de Paris ont été commises aux Halles ou aux Batignolles, là où il y a des opérations urbaines, vous voyez. Pour le réaménagement des rues, des boulevards et des avenues, ça peut être corrigé. Quant aux politiques de festivisme ou d'animation absurde de la soi-disant de ce qui reste de vie culturelle à Paris après le lessivage démagogique, tout ça, ça n'est rien. Même chose pour les associations ultra subventionnés, même chose pour l'accueil qui est fait aux migrants, aux clandestins, à qui on dit de venir, à qui on promet l'accueil inconditionnel, parce que c'est ce que disait donc Anne Hidalgo, pour ensuite les laisser croupir dans le nord de Paris, dans la Fange et la Crasse. Tout ça, boulevard de la Chapelle, c'est terrifiant. C'est un bidonville énorme qui se constitue de plus en plus, avec son insécurité, ses violences, et qui va essaimer, qui va produire des métastases. Et elle n'a rien d'autre à faire après avoir joué donc à la sainte patronne de la cause des réfugiés, comme elle dit, qui sont d'ailleurs à 90 ou 95% des gens qui viennent uniquement pour des questions financières, économiques. Voilà. Et bien, après s'être paré les plumes de la bonne morale de gauche, elle pleurniche auprès de l'État pour demander, sous le nom de mise très hypocrite de mise à l'abri, de les en débarrasser. Mais maintenant, Macron, il n'a plus envie de s'embêter avec ça. Il a envie de la laisser finalement dans son caca, si vous me pardonnez l'expression. Et du coup, ce sont les Parisiens qui trinquent de cette lutte entre la démagogie d'Hidalgo et maintenant la fin de non-recevoir de Macron. Donc ça s'étend et ça va avoir des effets de plus en plus négatifs. Et les gens qui vivent dans ces quartiers-là ont un quotidien extrêmement pénible. Oui, c'est ça, ils en témoignent, et ils en témoignent sur Sud Radio. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Disons, vous êtes demain maire de Paris, nouvelle mairie 2020, c'est pas loin, c'est mars 2020, c'est dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles seraient pour vous les premières mesures à prendre pour essayer de désengorger tout cela? Alors, il y a des tas de choses à faire. On a un site qui le détaille. Alors, la première mesure que je prendrai, on va engager un sujet qui est complètement différent de ce dont on a parlé, c'est que je provoquerai un référendum, un choix populaire. Je donnerai la parole aux Parisiens sur une question
qui, à mon sens, est à la fois symbolique et hautement importante pour arrêter un certain nombre de dérives démagogiques. C'est: voulez-vous une reconstruction de Notre-Dame à l'identique, ou voulez-vous vous lancer dans la grande esbrouffe macronienne avec le grand concours international? C'est symbolique, ça. Voilà. Oui, ça, symbolique, et donc, mais moi je suis pour la démocratie directe. Ça serait un premier test, vous voyez, avec un vrai choix, pas des choix bidons avec des questions qui sont incompréhensibles. Reconstruction à l'identique ou concours international et geste architectural à la Macron. Et les Parisiens, même si c'est un édifice qui appartient à l'État, eh bien les Parisiens seront consultés. Et ensuite, on mettra en place un système de consultation des Parisiens sur un certain nombre de choix. De la même manière, référendum d'initiative populaire, citoyen. Ça, c'est un premier point. C'est une question de méthode. Alors maintenant, sur tous les sujets, sur la circulation, par exemple, moi je crois qu'il faut prendre les choses à l'envers, hein, parce que Hidalgo les prenait à l'envers. Donc si on prend les choses à l'envers d'Hidalgo, on les remet à l'endroit. Vous voyez ? Et donc, il faut d'abord offrir une alternative aux automobilistes. Ce qu'il faut faire, c'est percer un tunnel, on l'a proposé, c'est techniquement faisable, entre le Trocadéro et Morlan. Bon, quitte à avoir un léger péage qui contribue sur le long terme au financement. Une fois qu'on a désengorgé la circulation, on peut même aller plus loin, on peut faire une vraie zone piétonne dans l'hypercentre. Mais il faut donner une alternative, parce que 90 ou 95% des gens qui prennent les quais, ils ne les prennent pas pour sortir au niveau de la Samaritaine ou du Châtelet, ils les prennent pour traverser d'est en ouest. Traverser Paris, voilà. Sûr, et donc, offrons d'abord des alternatives. Vous dégageriez les voies sur berge. Je les rouvrirai à la circulation en semaine. Je reviendrai à la situation antérieure, je les rouvrirai en semaine pour mettre fin à l'engorgement actuel, et j'entamerai toutes les études et tous les travaux pour justement offrir une vraie solution à long terme, parce que c'est du long terme, on ne fait pas un équipement pareil en un claquement de doigts, il ne faut pas mentir, être démago nous-mêmes, mais j'offrirai une alternative pour la propreté, qui est aussi un sujet extrêmement important, parce que propreté et sécurité sont vraiment les deux mamelles auxquelles aspirent de téter les Parisiens. Je veux juste un petit témoignage quand même. Ça, je n'avais jamais vu. Je peux dire, j'étais dans un restaurant de Montparnasse très connu, je ne nommerai pas. Pas celui de Macron quand même. Non, c'était pas la rotonde. Enfin, et 2 ou 3 souris qui circulaient quand même. Je dis pas que c'est à chaque fois. Montparnasse, non mais restaurant, pas le... Donc, les rats sont omniprésents à Paris aujourd'hui. C'était dans tous les squares. Certains ont été fermés pendant presque un an à cause de ça. Si vous allez au Halles, c'est une vision apocalyptique. Vous avez des colonies de rats qui se baladent dans le jardin, entre la Fontaine des Innocents et les bâtiments de la rue Berger. Enfin, c'est comme ça dans plein d'endroits. Et tout ça, c'est lié à la crasse, au mauvais système de poubelles. Ce qui dysfonctionne aujourd'hui essentiellement à Paris dans la propreté, c'est un peu le ramassage, mais pas tellement. Mais c'est surtout le balayage. Et là, c'est vrai, un dysfonctionnement des services. Il n'y a pas assez d'incitation à l'effort. Les employés ne sont pas assez assidus. Il n'y a pas assez également de cantonisation. C'est-à-dire que les employés se promènent dans tout Paris. Il faut créer un lien entre les employés du balayage et le quartier. Voilà, on appelle ça la cantonisation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien, on doit les connaître. Les Parisiens doivent connaître les équipes qui s'occupent de la propreté de leur quartier. Il ne doit plus y avoir cet anonymat, vous voyez. Et puis il doit y avoir un lien avec les concierges, un lien avec les gardiens d'immeubles, un lien avec les syndicats de copropriété. Il faut retisser tout ça pour retrouver de la propreté, parce que Paris est devenue la grande capitale occidentale la plus crasseuse, et c'est une honte pour nous, c'est une honte pour Hidalgo au premier chef. Ville du monde. La plus belle ville du monde. Voilà, exactement. C'est une honte pour Hidalgo au premier chef, mais c'est également une honte pour nous. Paris fait peine à voir aujourd'hui. Mais donc Serge Federbusch re-responsabilise les citoyens aussi. Il n'y a pas que la mairie. Enfin. Mais les citoyens, on aura du mal à les responsabiliser s'ils ont le sentiment que la mairie est irresponsable. Il faut d'abord que la mairie soit responsable, donne des comptes, qu'il y ait vraiment des numéros d'appel avec des sanctions possibles pour que quand il y a un dysfonctionnement, eh bien, ça soit dénoncé. Je vous prends un exemple du ramassage des encombrants, vous voyez. Alors, il y a un truc qui est complètement dingue. C'est quoi quand vous appelez un numéro, vous voyez, et puis vous mettez votre numéro, et le lendemain, ou un jour dit, à heure dite, eh bien, les encombrants viennent... des meubles, des chaises... On vient vous débarrasser au pied de votre immeuble. Bon. C'est un système qui fonctionne pas si mal. Sauf que, ce que j'ai découvert récemment, c'est que, pour tout un tas de raisons plus ou moins bureaucratiques, eh bien, ils s'interdisent de ramasser les gros dépôts quand ils ne sont pas prévenus. Donc vous avez des camionnettes, des petites estafettes qui passent parfois devant des dépôts, mais comme ça n'a pas été signalé, ils ne les ramassent pas. Vous voyez, ce genre
de déviance bureaucratique. Facilité. Ça doit être corrigé. Donc il y a à la fois des réponses techniques aux mots de Paris, puis il y a des réponses politiques plus générales, des réponses sur aussi les finances. Moi, je suis pour qu'on baisse la fiscalité à Paris, et je m'engage à baisser de 10% les taux. Les taxes. Oui, les taux, en fait, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, pour montrer que c'est possible, parce qu'il y a un gaspillage phénoménal. Paris est une ville extrêmement riche. Mais il vaut où alors cet argent Pourquoi Paris est endetté de 6 milliards? Mais parce que Paris a, 6 milliards d'euros. Pour des raisons clientélistes, racheté à prix d'or des immeubles entiers depuis maintenant 15 ans. Ça a coûté des milliards d'euros, parce que Paris s'est lancé dans des équipements farfelus comme le 104 ou des choses comme ça qui ont coûté très cher, la canopée des Halles. Paris a embauché, a titularisé plus de 10 000 agents. Paris dépense des centaines de milliers de millions d'euros, parfois même dans des politiques absurdes. Savez-vous qu'il y a plus de 400 personnes qui travaillent à la communication dans les différentes directions et au cabinet du maire? 400 personnes. Vous voulez dire à l'hôtel de ville? À l'hôtel de ville et dans les différentes mairies. 400 personnes pour la communication. Eh bien, moi, je l'annonce tout de suite et aujourd'hui, on divisera de 90% les effectifs de la communication. Ce qui doit parler pour la mairie, ce sont ses résultats. Ce n'est pas une propagande incessante. Voilà, de la même manière qu'on renoncera aux véhicules de fonction pour les élus. Moi, je roule à scooter, et si je suis maire de Paris, je continuerai à rouler avec mon scooter personnel que je paierai moi-même. On vous suivra, Serge Federbusch. Vous pourrez. Alors, dis-moi, quid des logements sociaux? Alors, les logements sociaux, ils ont été déviés de leur ambition initiale. Ce sont des logements clientélistes. On les fait à prix d'or, et c'est complètement contre-productif, là aussi. Ça assèche l'offre privée. Ça fait monter les prix, ça crée un marché complètement dual entre très aisés et très aidés. Les jeunes ne peuvent plus s'installer, les familles nombreuses ne peuvent plus rester. Paris perd 12 000 habitants par an depuis quelques années. Et surtout la population, la classe moyenne inférieure, comme on dit. Même pas seulement inférieure. Ouais. Vous savez, vous avez, je sais pas, un jeune diplômé même d'HEC ou de Polytechnique qui va trouver un job plutôt bien payé pour un jeune et qui va, au bout de 3 ou 4 ans, gagner, mettons, 4 000, 4 500 euros par mois. Ce qui est déjà très bien pour quelqu'un qui a 95% des Français qui gagnent exactement, ça. Très très bien pour quelqu'un qui a 28-30 ans. Mais comment est-ce qu'il fait pour vivre à Paris ? C'est pas possible. Il ne peut pas s'acheter de logement. Il va avoir 3 500 euros de revenus, dont à peu près 7 à 800 qui va disparaître en impôts. Donc il va lui rester 2 500, 2 700. D'accord ? Bon, comment est-ce que vous achetez un logement à Paris ? Vous avez fait HEC ou Polytechnique, vous avez 28-30 ans, d'accord ? Ça marche bien pour vous. Comment vous achetez un logement dans Paris, alors qu'avec ce que vous gagnez en un an, vous pouvez vous acheter 2,5 mètres carrés, même avec des taux d'intérêt à 1%. C'est pas possible. Des loyers, Donc, alors je ne parle pas évidemment de 95 ou 98% des Français les pauvres qui n'ont pas ces revenus-là, ni ces espérances-là. Donc on est dans un système qui ne marche sur la tête, où seuls les héritiers, finalement, vont pouvoir se loger à Paris. Donc cette politique, cette mairie soi-disant de gauche, c'est une mairie au bénéfice des héritiers, ou au bénéfice des copains qu'on arrive à loger dans les logements sociaux, avec un fichier de demandeurs de logement, du coup, qui, alors que soi-disant, cette politique était faite pour le désengorger, a explosé. Il y en a de plus en plus, évidemment, puisqu'ils peuvent plus se loger dans le privé. Donc on marche complètement sur la tête. C'est un échec total. Et pour sortir de cet échec total, moi, ce que je propose, c'est que d'abord qu'on cesse toute préemption. Déjà, ça aboutira à calmer le jeu sur le marché immobilier, à une petite reflux des prix. Et deuxièmement, qu'on crée le droit opposable à l'acquisition du logement. C'est-à-dire que les locataires des HLM puissent acheter leur HLM, même si les offices sont contre, parce que les offices vivent de la gestion de leur parc. Donc, les offices sont contre. Il faut, de la même manière qu'on a créé le droit au logement opposable, on doit créer le droit opposable à l'acquisition du logement, et pour des mensualités de remboursement qui n'excéderont pas que de manière très raisonnable les loyers, que les gens puissent devenir propriétaires, et au bout de quelques années ils pourront vendre. Ça va fluidifier le marché, ça va redonner un peu de vie à un marché qui est complètement aujourd'hui vitrifié par l'action de la mairie. En fait, retrouver Paris, retrouver le peuple de Paris. Exactement. Pour parler les romanciers, etc. Serge Federbusch, on va suivre tout ça, mais auparavant, la dernière question que je voulais vous poser, vous estimez vos chances à combien pour 2020 ? Beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Alors, je sais que c'est un combat difficile. J'ai reçu le soutien du Rassemblement national et j'ai reçu le soutien d'autres mouvements. Moi, je vise à avoir le score le plus élevé possible au premier tour, et ensuite, je vise à tendre la main à tous ceux qui ne veulent ni d'Hidalgo, ni d'une espèce d'ersatz macroniste à la mairie sous le nom de Griveaux. D'accord ? Et je pense que ces gens-là sont majoritaires. Je tendrai la main à tous ceux qui ne veulent ni d'Hidalgo, ni de Macron,
et de Griveaux qui ferait exactement la même politique. Et on verra comment les gens se positionnent par rapport à cette main tendue. J'ai le ralliement déjà et le soutien d'un certain nombre d'associations. Et donc, même si sur le papier les choses sont très difficiles, c'est justement parce qu'elles sont très difficiles qu'elles sont réalisables. De toute façon, il faut tenter et qui votera verra. Merci à vous, Serge Feder-Busch. Rendez-vous en 2020, en tout cas. Merci de votre accueil. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Libertés, que vous êtes candidat de cette liste Aimer Paris au municipal à Paris en 2020. Sud Radio vous suivra pour voir si vous déplacez bien à scooter ou alors en voiture de fonction, si jamais ça tourne bien pour vous. J'ai une place arrière sur mon scooter, mais ça sera plus simple. Allez, en voiture, Simone. Merci à vous, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états sur Sud Radio en direct. On peut réécouter cette émission et l'entretien d'ailleurs en podcast sur sudradio.fr ou en vidéo sur le Facebook Live de Sud Radio. Quant à nous, nous poursuivons notre journée puisque dans quelques instants, place aux clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit la chanteuse Jeanne Masse. Excellente journée à vous sur Sud Radio.